cette idée d'un élan vital qui devrait produire de la nouveauté et qui s'opposerait aux mécaniques, c'est démenti par Lacan. Précisément, là j'ai pris le passage dans le séminaire 5, les formations de l'inconscient, au chapitre 7, il y a un paragraphe qui est vraiment sanglant. Je pourrais simplement au passage, je ponctuerai simplement au passage que rien n'est plus éloigné de devoir nous satisfaire que la théorie de Bergson du mécanisme surgissant au milieu de la vie. Son discours reprend de façon condensée et schématique le mythe de l'harmonie vitale, de l'élan vital caractérisé par sa prétendue éternelle nouveauté, sa création permanente. On ne peut manquer d'en percevoir le caractère extravagant quand on lit qu'une des caractéristiques du mécanique en tant qu'opposé au vital, ce serait son caractère répétitif. Comme si la vie ne nous présentait aucun phénomène de répétition, comme si nous ne pissions pas tous les jours de la même façon, comme si ne nous endormions pas tous les jours de la même façon, comme si on réinventait l'amour chaque fois qu'on baise. Il y a véritablement quelque chose d'incroyable dans la théorie de Bergson. L'explication par le mécanique se manifeste elle-même tout au long du livre comme une explication mécanique. Je veux dire qu'elle tombe dans une stéréotypie lamentable qui laisse absolument échapper l'essentiel du phénomène. Donc, je l'ai lu longtemps, mais je trouve ça, c'est du meilleur Lacan, qui est à la fois très sérieux et très comique. J'ai pris des notes, mais là-dessus, on ne peut pas faire mieux que Lacan. Au fond, le mécanique plaqué sur le vivant est présenté par Bergson comme une formule universelle concernant le rire. Ce serait une sorte de mathème du rire. Et je pense qu'un mathème du rire est tout à fait impossible en raison de la diversité des rires. Il y a le rire attaché au mot d'esprit, il y a le rire attaché au comique, il n'y a pas... Baudelaire distingue deux rires, il y a une classification des rires, et donc... Lacan propose un mathème pour la passe, un phénomène, enfin un moment unique. Il propose dans les formations de l'inconscient son grand schéma comme pouvant rendre compte du mot d'esprit. Il n'a pas l'idée de créer une formule qui vaudrait pour toutes les formes du rire. Je ne résiste pas au plaisir de parler de Quevedo, qui est un auteur que j'ai toujours aimé. Enfin, il faut le lire en espagnol, et c'est très, très difficile à lire en espagnol. Il y a des textes où chaque phrase comporte une complication spéciale, un mot d'esprit, un jeu sur le signifiant, et donc... on peine beaucoup. Quevedo, on peut le dire, ne respecte rien. Et il est d'une agressivité dans son écriture dont je me disais que j'ai le sentiment que ça n'a pas d'équivalent dans la littérature mondiale. Tellement c'est méchant, tellement il s'acharne, et au fond Pascal
à côté, enfin, c'est très doux. Il se moque, alors que Quevedo blesse. Il ne respecte rien et sa cruauté consiste, au fond, à vider le monde, si je puis dire, de toute substance, de le désincarner, mais en le mettant en pièces, en le désossant, ce qui fait que il y a un accent à proprement parler sadique chez Quevedo, et curieusement, il a le même destin. Il a le même destin que Sade, c'est-à-dire il finit en prison. Et donc on pourrait, après Kant avec Sade, faire un Quevedo avec Sade. Ça tiendrait le coup. Bon. Alors il se retrouve à certains égards parent, par exemple, de Voltaire, qui lui aussi réduit le monde au semblant et qui fait rire. Et sur le mode, je disais, de la moquerie. L'un comme l'autre sont des non-dupes. Voilà un genre de comique, le comique de non-dupes. Et ça fait penser à ce qui a pu être au fond, la pratique des hommes des Lumières quand ils ont travaillé à abattre l'ancien monde, l'ancien régime. Ils l'ont fait par les moyens du rire. Du rire, par le comique ou par le mot d'esprit, comme Montesquieu. Et c'est d'ailleurs ce que leur reprochait Léo-Strauss. Léo-Strauss qui, enfin je ne vais pas développer qui est Léo-Strauss, mais il avait l'idée qu'il fallait revenir aux anciens, à la sagesse et aux vertus anciennes. Et donc il était agressif, si l'on peut dire, avec ceux qui avaient détruit cet ancien monde, et spécialement les hommes des Lumières. Enfin, ça commence, il explique, avec Machiavel, qui propage une idée du pouvoir qui est tout à fait absente de l'ancien régime et de l'Antiquité. Léo-Strauss leur oppose aux hommes des Lumières que finalement, c'est en faisant rire qu'ils ont abattu le monde ancien, qu'ils n'ont pas argumenté, et que là, le rire a joué un rôle décisif dans l'établissement de la modernité. On peut aussi appeler cette réduction au semblant une réductio ad absurdum, c'est-à-dire qui consiste à démontrer une vérité en prouvant l'absurdité du contraire. C'est un absurde beaucoup plus substantiel et beaucoup plus drôle que l'emploi de ce mot par Albert Camus. Et là, l'absurde universel, l'absurde étendu à l'univers, au fond, permet de dire que le réel n'existe plus. Et le plaisir qu'on prend à cette écriture, sans doute, tient, à une forclusion du réel. Et là, les souris dansent.
Et en fait, ça comporte une certaine errance dont la littérature qui suit le mouvement des Lumières donne des témoignages. Alors, c'est dire aussi que le sens est posé comme sans rapport avec le monde, avec ce qui existe, et que, si l'on peut dire, il n'y a pas de rapport sémantique, il n'y a pas de référence valable. L'écrivain, le comique, est dans une position de supériorité par rapport au monde, la supériorité du non-dupe, celui qui ne se laisse pas avoir. Alors, le mot de supériorité est très important, on le retrouve chez Baudelaire, on le trouve même chez Bergson, on le trouve chez Freud, on le trouve chez Lacan, d'une façon amusante, c'est qu'il commence à dire dans une leçon que qu'est-ce que c'est que cette idée de supériorité, elle n'a rien à faire, et à la fin de la leçon, il reprend la supériorité et il la valorise. C'est le côté atelier du séminaire où les énoncés sont révisables. Alors ici, on a comme une supériorité enivrée d'elle-même. Je voudrais simplement dire un mot sur l'opposition entre le comique absolu et le comique significatif. Je me suis vraiment cassé la tête là-dessus. Je l'avais fait jadis en lisant ce texte, en le relisant. Vraiment, j'ai cherché comment en rendre compte. Alors, d'abord, il y a ce que Baudelaire dit lui-même et qui est assez surprenant, c'est que il y a deux rires, donc. Il y a le rire qui marque la supériorité de l'homme sur l'homme. Et ça, c'est, au fond, le comique demeure, c'est la vie sociale, c'est toutes ces marionnettes que met en scène, par exemple, Voltaire et Montesquieu dans les Lettres persanes. Donc, supériorité de l'homme sur l'homme. Alors, il faut encore comprendre pourquoi significatif. Et l'autre rire, c'est le rire du grotesque. Alors, pourquoi il place le grotesque en parallèle de l'autre et d'une certaine façon qu'il le dit supérieur? Il parle du rire du grotesque comme procédant de la supériorité de l'homme sur la nature. Et donc, alors comment comprendre ça? C'est un comique qui, au fond, touche à la figure humaine, qui la déforme et donc qui, d'une certaine façon, va plus loin que le rapport social. Bon, ça pourrait être discutable, mais je pense que c'est comme ça que l'entend Baudelaire. Pourquoi appeler le comique du grotesque comique absolu et l'autre comique comique significatif? Voilà ce que j'ai trouvé à dire, au fond sous toute réserve, c'est que le rire significatif
c'est un rire qui passe par le refoulement. C'est-à-dire que c'est un comique qui reste interprétable. Tandis que le rire absolu n'est pas interprétable, et au fond, ça colle avec cette idée que d'un côté, il y a l'humour qui procède du surmoi, selon la thèse de Lacan, tandis que le comique absolu, disons qu'il procède de la pulsion. Et la pulsion se caractérise, entre autres, par son silence, et donc ne permet pas l'interprétation. Donc c'est finalement une opposition entre le surmoi du côté du comique significatif et le comique absolu, ce serait le comique du ça. Il faudrait opposer systématiquement tragédie et comédie, les traits de l'une et l'autre, aussi simplement que de dire la tragédie est du côté de la mort, la comédie est du côté de la vie, et que autant la tragédie se termine dans la règle par une défaite, autant du côté de la comédie, comment dire, c'est le triomphe qui triomphe. Donc, du côté de la tragédie, l'illustration de la pulsion de mort, et, pourquoi ne pas reprendre le terme de Freud, la pulsion de vie, ou les pulsions de vie du côté de la comédie. La tragédie aura Thanatos et la comédie aura Eros. Autre opposition, celle de l'automatone et de la tuquée. Il y a de l'automatone du côté de la tragédie. Elle est habitée par un mouvement inexorable et irrévocable qui suit son chemin, qui obéit à une loi et qui comporte et qui est du côté du nécessaire, dont le mot grec est ananké, l'ananké tragique. Et ça s'oppose très bien à ce qui, dans la comédie, est au contraire contingence. La nécessité du côté de la tragédie, la contingence du côté de la comédie, et on le voit à ceci que se dégage de la tragédie un destin, alors qu'il n'y a pas de destin dans la comédie. Ça ne fait pas sens. Si on suit cette opposition, la tragédie est du côté du signifiant, où se dessinent les lois, alors que du côté de la comédie, où la surprise est reine, et parce que ça ne peut pas être déduit, les événements ne peuvent pas être déduits, nous avons donc une fonction éminente de la surprise,
Et est légitime de dire que du côté de la comédie, le réel est sans loi. C'est par excellence du côté de la comédie qu'il n'y a pas de loi. Qu'est-ce qui est triste dans la condition humaine? C'est qu'il n'y a pas de rapport sexuel. Ça, il faut en revenir. C'est triste, mais ça implique qu'il y ait des accouplements qui ne sont jamais ce qu'il faut, qui sont dans la règle ratés. Et c'est le raté qui provoque le rire. Le comique est triste dans la mesure où il n'y a pas de rapport sexuel et nous pleurons de larmes de sang. Enfin, bon, j'exagère. Nous pleurons qu'il n'y en ait pas, mais nous nous réjouissons de ce qui vient à la place, c'est-à-dire cette suite d'unions bancales et de chutes continuées. Deux questions pour finir. D'abord, la passe. Eh bien, Lacan signale, en reprenant des termes de Balint comme de Mélanie Klein, que les affects à la fin de l'analyse se présentent sous une forme maniaco-dépressive. Eh bien, avec ma petite construction, on comprend ça tout de suite. Il n'y a pas de rapport sexuel, ça vous déprime, c'est dépressif, et les conséquences, c'est rigolo, c'est-à-dire c'est plutôt du côté de la manie. Deuxièmement, j'en aurais terminé, le thème de l'éducation d'un sexe par l'autre. Lacan analyse l'école des femmes de Molière, où c'est le mari virtuel, celui qui veut être un mari, qui éduque la future épouse. Je ne reviens pas là-dessus. J'ajouterai simplement qu'il y a aussi l'école des maris. Et c'est précisément là que Lysistrata prend sa fonction. Les femmes entendent éduquer les hommes. Et alors, enfin, qu'est-ce qu'il s'agit de leur apprendre aux maris? Il s'agit de leur apprendre à laisser la première place à la femme. C'est elle qui doit être la première. Et c'est par là que se surmonterait l'absence de rapport sexuel. Bon, j'arrête là.